La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam, nous parlons économie sociale avec Madame Monique Côté. Il y a 331 entreprises d'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent. Le Centre multidisciplinaire Le Rebond inaugure officiellement son espace. C'est un espace qui est ouvert à tous les âges, tous les milieux. Et nous discutons judo avec le club de judo de l'Apocatière. Le volet compétition puis le volet développement personnel. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale. À cet effet, j'ai rencontré Madame Monique Côté de l'atelier Monchoix à Saint-Pascal qui nous parle et de l'atelier et de qu'est-ce que c'est que l'économie sociale. Donc, ce mois-ci, Madame Monique, c'est le mois de l'économie sociale. Qu'est-ce que l'économie sociale? Alors, l'économie sociale, c'est dans le cadre d'une entreprise. On parle d'entreprise d'économie sociale. C'est qu'il y a des offres de services, des offres de produits qui génèrent des revenus et ces revenus sont réinvestis dans la communauté ou dans l'entreprise. Ce qui fait la différence avec l'entreprise privée où les surplus, les revenus retournent aux gestionnaires ou aux propriétaires. Donc, c'est vraiment la différence est là. C'est des entreprises qui ont une mission sociale. C'est ça qui est important et qui doivent être viables économiquement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une activité marchande au sein de ces entreprises-là. C'est aussi des entreprises qui sont gouvernées de façon démocratique par les membres et qui ne sont pas gouvernées ou rattachées nécessairement à des programmes gouvernementaux. Ici, on n'a aucun revenu gouvernemental. On est vraiment complètement autonome dans nos revenus, dans notre viabilité. Et puis, c'est un organisme qui est très actif au sein de sa communauté, l'entreprise d'économie sociale, qui va générer un bien-être, qui va travailler dans le sens d'augmenter les conditions de vie, d'améliorer les conditions de vie de leur territoire, de leur communauté. Donc, c'est une entreprise qui est sociale et économique à la fois. Juste pour clarifier, est-ce que c'est nécessairement une OBNL ou pas nécessairement? Bien, il y a 3 formes qu'on connaît. Il y a plus de formes, mais les 3 principales formes d'entreprise d'économie sociale, il y a l'OBNL, mais il y a aussi la coopérative, il y a aussi la mutuelle. Il peut y avoir aussi une forme d'entreprise d'économie sociale qui génère des fonds. Donc, il y a différentes formes. Nous, c'est la forme OBNL, mais toutes les coopératives agricoles, la Promutuelle Assurance, je crois que c'en est une. Je ne veux pas m'avancer sur quelque chose, là, mais en tout cas, c'est une forme mutuelle, donc c'est une forme d'entreprise d'économie sociale. Par exemple, une entreprise qui fait une commandite pour un événement, est-ce que c'est d'une forme d'économie sociale, ça aussi? Une entreprise privée qui commandite? Est-ce que là, on joue sur une ligne? Oui, non, pas du tout. Une entreprise privée qui fait une commandite, c'est un donateur. Okay. C'est un donateur. C'est même pas un bailleur de fonds, là. C'est vraiment un donateur, une entreprise qui soutient financièrement un projet ou une entreprise. Donc, on n'est plus dans l'économie sociale, là. Okay. Je serais curieux de savoir, êtes-vous au courant du nombre d'entreprises d'économie sociale qu'il y a ici dans la région? Je regardais justement ce matin le portrait des entreprises d'économie sociale et il y a 331 entreprises d'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent, donc dans toutes les MRC. Et dans les MRC du Kamouraska, il y en a 43.
Puis c'est beaucoup de domaines différents qu'on parle au CPE. Ça, c'est de l'entreprise d'économie sociale. Puis, il y en a dans le transport, il y en a dans... Tu sais, il y a vraiment plusieurs secteurs d'activité où on peut retrouver des entreprises d'économie sociale. Celle du Kamouraska, les 43, je peux pas les nommer, je les connais pas, là, mais puis ce qui est intéressant, c'est que dans les 331 entreprises du Bas-Saint-Laurent, il y en a 63 % qui ont plus de 20 ans. Okay. Ça veut dire que c'est des entreprises qui, quand même, ont une longévité, là. Oui. Puis ils sont très ancrés et l'acceptabilité sociale de ces entreprises n'est plus à faire. Là. C'est vraiment... Elles font partie du maillage, si on peut dire, de la région. Là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Puis ici, en ce moment, nous sommes à l'atelier Mon Choix à Saint-Pascal. Quel genre d'activité, justement, qu'il y a ici qui font que c'est une entreprise d'économie sociale? Alors, les ateliers Mon Choix ont été fondés en 2016, mais c'est une mini-entreprise qui a été pendant de nombreuses années à l'École Chanoine-Baudet. Donc, c'était un projet qui a été mis sur place pour soutenir les étudiants qui avaient des difficultés à l'école. Donc, c'est pour les maintenir sur les bancs d'école. C'est un projet de persévérance scolaire. Il y a cette mini-entreprise-là qui a été créée et le but, c'était de récupérer des documents confidentiels et en faire du déchiquetage. Puis, il y avait aussi un autre volet de création de produits promotionnels, des bracelets, des bijoux, différentes choses. Et à un moment donné, cette mini-entreprise-là est sortie des girons de l'école pour devenir autonome et devenir les ateliers Mon Choix. Et là, notre mission, c'est d'accompagner les jeunes et les adultes qui sont éloignés du marché du travail. Donc, les personnes qui sont sur ces programmes-là apprennent à la mise en marché, à l'accueil de la clientèle, service à la clientèle, etc. Tout ce qui inclut le fonctionnement d'un commerce de détail, en fait. Fait que ça, c'est notre volet social d'entreprise d'économie sociale. Et le volet économique, bien, ça passe par les documents, le déchiquetage qu'on fait des documents confidentiels. Fait qu'on fait affaire avec presque toutes les municipalités du Kamouraska et un peu à l'extérieur aussi. Et la population peut aller porter leurs papiers dans leur au bureau des municipalités ou directement ici. Et ce papier-là est revendu. Donc, ça, c'est une de nos principales sources. C'est revendu à une compagnie qui traite le papier déchiqueté, là. Donc, c'est une des sources de revenus qu'on a. L'autre, c'est aussi ici la boutique et tous les commandes d'impression ou de sérigraphie ou de broderie, etc. Fait que voilà notre côté économique de l'entreprise. Est-ce que je peux aussi déduire, vous avez un volet, comme vous dites, social, un volet économique, mais auriez-vous un volet peut-être environnemental? J'ai vu qu'il y a du surcyclage ici, beaucoup de récupération de vêtements. Oui, absolument. On est dans l'économie circulaire et on a un volet environnemental. C'est notre troisième gros volet. Donc, toute la récupération de papier, les vêtements et le surcyclage qu'il y a derrière moi, c'est des articles qui sont créés à partir des vêtements qu'on peut mettre en vente parce qu'il y a des défauts ou qui sont brisés, peu importe. Donc, notre couturière récupère ces tissus-là et produit des tabliers, des coffrets à crayons, etc. Donc, il y a plein d'articles en arrière, là, plus là-bas, là, des serre-têtes, des serviettes pour la tête. Fait que voilà, on fait beaucoup de surcyclage. Et en sortant, tout à l'heure, vous regarderez le bord du comptoir de vente, il y a plein de bonnes Noël là, qui ont été créées par notre atelier de couture en haut. C'est thématique, là. Oui. Ça, c'est tous des vêtements. On a parfois du neuf.
Et on a parfois de l'usager dans la boutique et on a des vêtements de travail. Et ça, c'est un des gros volets qu'on a. On est assez spécialisé là-dedans. On récupère des vêtements de travail d'entreprises comme Hydro-Québec et on les blanchit. Ça veut dire qu'on enlève l'étiquette, on répare l'endroit où il y avait l'étiquette et on les revend à faible coût. Donc, ça permet de faire circuler ces vêtements-là et permettre à la population, aux travailleurs, d'avoir accès à ça sans que ça coûte une fortune. Ben, merci pour votre temps. Comme je vous disais en début d'entrevue, c'est le mois de l'économie sociale. Je pense que vous venez nous donner un bel exemple de ce que c'est. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Oui. C'est maintenant chose faite. Le centre multidisciplinaire Le Rebond a inauguré son espace le 10 novembre dernier. L'ancienne église de Saint-Germain, qui est maintenant convertie en centre multidisciplinaire, inclut de l'escalade, du cirque, de la poterie et, comme vous allez voir, des gens bien sympathiques. Comment ça va? Allô, Guillaume, ça va bien, ça va bien. Donc, Manuela, vous avez eu votre journée d'inauguration vendredi dernier. Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Il y avait plein de monde. Il y avait la présence de plusieurs de nos partenaires. Il y a eu un petit goûter qui s'est donné ici dans l'espace. On a fait une petite conférence de presse aussi à 4 heures pour présenter qu'est-ce qu'on a accompli dans le passé, mais aussi c'est quoi nos plans dans le futur. Puis ensuite, il y avait des démonstrations puis des essais de tout ce que Rebond a à offrir, là, c'est-à-dire... Il y a un espace cirque, donc on a installé des petits circuits, on a sorti les balles à jongler pour que les gens puissent essayer. On a un espace de bloc d'escalade, donc il y a plein de gens qui se sont essayés à grimper sur les parois. Puis aussi, dans la sacristie, juste ici à côté, il y a un atelier de poterie. Donc, il y avait des démonstrations de tournage, puis l'essai de façonnage. Fait que le façonnage, c'est sur table. Voilà. D'ailleurs, l'endroit où on se trouve ici, ça, c'est tout nouveau. En voyant le divan, j'ai pas pu m'empêcher de vouloir être assis dessus. Peux-tu me parler un peu de c'est quoi cet espace-ci où on est? Oui. Bien, en fait, comme on peut voir, le mur extérieur de l'église est juste derrière nous. Puis ici, c'est un appentis, c'est un ajout qu'on appelait le bas-côté. Puis il y avait un mur qui fermait cet espace-ci qui a été utilisé dans le passé. Par exemple, le Mississippi Sound System a déjà entreposé ses drums ici. Il y a 2 personnes aussi qui utilisaient le local pour faire du montage vidéo. Puis quand ils sont partis, ben finalement, on voulait rendre cet espace-là comme un espace d'accueil. Parce qu'il y a la sacristie d'un côté avec le sacré atelier, puis il y a le cirque de l'autre côté, mais on n'avait pas vraiment d'espace pour s'asseoir, pour manger, pour prendre juste une pause, voilà, pour passer du temps entre amis. Donc, Élim puis Jérémy de Bâtisseur ont mené le projet avec Gab Lorrain du sacré atelier, Élim Gilbert du Cirque de la Pointe-Sèche, Jérémy de Bâtisseur et puis Gabriel du Sacré Atelier, pardon. Puis, ils ont détruit le mur, aménagé, rajouté des poutres, tout peinturé, changé les lumières. On a rajouté une fenêtre, changé les 2 autres fenêtres qui étaient déjà là précédemment. On a mis un nouveau plancher de prélord au sol, puis on a installé aussi des crochets puis des petites cases pour pouvoir mettre les bottes. Puis donc, ça devient notre nouvelle entrée. C'est notre nouvel accueil. Donc, avant, pour les cours, on rentrait à l'avant de l'église. Maintenant, c'est sur les côtés. Puis, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça fait juste quelques jours qu'on peut en profiter, mais c'est unanime, là. Ça change tout. C'est super confortable. On est vraiment bien ici, ouais. Puis, on a décidé d'installer une petite machine à café espresso pour un café libre-service. Il y a un petit frigo. Puis, voilà, des tables, chaises, un petit divan, une table pour passer du bon temps ici. Mm-hmm. Dans le fond, là, le Rebond, il y a ça chapeaute beaucoup d'activités, disons, différentes. Ouais. Mais mettons là, moi, je suis touriste, on va dire, j'arrive, je ne connais pas du tout le Rebond. Ouais. Comment tu me résumerais qu'est-ce que c'est, puis comment est-ce que moi, en tant que personne qui s'intéresse à toutes ces belles choses-là, comment est-ce que je peux comme venir en profiter? Ben, en fait, touriste ou pas, c'est quand même le même fonctionnement pour tout le monde. Il y a 3 volets, mais il y en a 2 qui sont ensemble à Rebond. Donc, le premier volet, c'est le Sacré Atelier. C'est le premier projet qui s'est installé dans la sacristie. Puis eux, c'est une entreprise qui est indépendante, sauf qu'ils font partie du regroupement de Rebond. Ils font partie des activités qui sont offertes à l'église, de la revitalisation de l'église de Saint-Germain, finalement. Donc, là-bas, au Sacré Atelier, il y a des cours qui se donnent. Il y a des ateliers sporadiques aussi. Puis, ils offrent un service
services de four, de cuisson pour les gens, par exemple, qui font de la poterie à la maison, mais qui sont pas équipés pour cuire leurs pièces. Puis, il y a aussi des ateliers libres pour les gens qui ont déjà de l'expérience. Ils offrent aussi des services de vente d'argile, donc ils peuvent vendre un petit peu de matériel, puis c'est ça. Donc, c'est tout centré sur la céramique, la poterie. Et puis, de l'autre côté, il y a le gym de bloc, d'escalade. Puis, il y a aussi un espace cirque. Donc, quand on vient ici pour faire du cirque ou de l'escalade, il y a moyen de venir prendre un abonnement pour l'année, pour un mois ou même pour 4 mois. Ou sinon, pour venir justement, mettons que tu es un touriste puis tu dis « Ah, il pleut, c'est bien plate, je sais pas quoi faire, je peux pas aller me promener sur le bord du fleuve, je peux pas aller grimper, par exemple, mais donc t'es venu pour faire de l'escalade. » Ben, il y a moyen de venir ici, de prendre une passe pour une journée. Ça donne accès à tout ce qu'il y a dans le gym. Donc, il y a un bénévole qui est là pour pouvoir expliquer comment utiliser les appareils de façon sécuritaire. Si c'est pas possible de les utiliser de façon sécuritaire, on dit en cas de doute, on n'y touche pas. Mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. Du côté cirque, il y a de la jonglerie, il y a de l'équilibre, il y a de l'accro, des acrobaties, de l'équilibre sur les mains. Il y a moyen d'utiliser les appareils aériens quand c'est fait de façon sécuritaire. Puis du côté du gym d'escalade, ben il y a des murs de blocs. Puis aussi, une des choses vraiment, vraiment, vraiment populaires, c'est le trampoline. Le trampoline est très populaire dans le gym ici. Puis c'est un trampoline de trampo mur. Donc, un peu comme on a vu dans les spectacles du Cirque La Pointe-Sèche, c'est un trampoline où est-ce qu'on saute, puis on monte sur un mur pour faire des pirouettes, puis retomber, et ainsi de suite. D'ailleurs, tu m'as appris que c'est un trampoline. C'est le fun? Ouais, un trampoline. Ouais. En terminant, est-ce que tu aurais un message, une invitation à faire pour toute la population du Kamouraska, tiens? Ouais, le message que j'aurais à toute la population du Kamouraska, c'est que c'est ouvert à tous. Vraiment, là, tout le monde peut venir s'amuser ici, que ça soit juste pour passer un peu de temps, dépenser de l'énergie, apprendre à faire du cirque ou apprendre à faire de l'escalade. Tu sais, nous, on offre des cours de cirque pour se familiariser. Puis bientôt, on va aussi offrir des cours d'escalade assistée à l'hiver 2024. Donc, il y a moyen de le faire de façon dirigée, puis il y a moyen de le faire de façon libre. Allez sur la page Facebook, allez regarder c'est quoi les heures d'ouverture. Si vous avez des questions, écrivez-nous, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est un espace qui est ouvert à tous les âges, tous les milieux. Puis on a vraiment envie que ça devienne super accessible puis vraiment inclusif. Donc, bienvenue à tous. Bravo pour votre inauguration officielle, puis bonne continuité. Merci beaucoup! Certains judokas du club de judo de l'Apocatière se sont démarqués dernièrement lors de compétitions dans la province. C'est avec vraiment grand plaisir que j'ai rencontré M. Jacques Dufour qui nous parle de ces compétitions, mais également qui nous fait un portrait très éducatif de l'univers du judo. Monsieur Dufour, c'est une première pour moi ici, au club de judo. J'aimerais savoir, en fait, j'ai vu dernièrement que vous avez certains jeunes qui se sont démarqués dans une compétition. Oui, c'est ça. J'aimerais ça un peu, vu que nous fassions un petit topo de ce qui s'est passé cette fin de semaine-là. Bien, c'est le début de la saison, hein, et puis le calendrier a commencé donc avec la compétition qui avait lieu à Jonquière il y a quelques semaines de cela. Et il y a Jeanne Laterra qui a remporté la médaille d'or. Donc, ça commençait bien pour elle à ce moment-là. On avait déjà d'autres compétiteurs qui étaient sur place. On était, 4. Et il y en a d'autres qui ont fini presque à côté du podium, 4e place. La pire place à gagner. Hein? Et puis, on avait un autre plus âgé aussi. Ça a été difficile aussi parce qu'il commence la saison. En plus, il y a des jeunes qui s'adaptent à une nouvelle catégorie d'âge et de ceinture. Comme je parle le plus vieux, bon, il est ceinture verte, mais il tombe dans la catégorie où les ceintures vertes, bleues et marron sont ensemble, même des noirs. Ça fait que c'est du bagage d'expérience à ce moment-là. Donc, ils ont vécu cette expérience-là. La deuxième rencontre, ça a été un interzone. L'interzone regroupe la capitale et la région de la Mauricie. Les arts martiaux, souvent, on associe ça à c'est pas nécessairement une compétition, justement, c'est plus une discipline personnelle. Oui, comment vous expliqueriez ça? Il y a deux aspects dans le judo. Compte tenu que c'est pas tout à fait la même organisation. Le judo, dans le monde, on est tous dans le même groupe. Il n'y a pas deux styles de judo, il n'y a pas deux styles aussi. Il peut y avoir, oui, des clubs qui ne sont pas affiliés à aucune fédération, donc des clubs clandestins, mais c'est leur liberté, ils ont le droit. Sauf qu'ils privent leurs athlètes de tout
le calendrier ou de tout le cheminement vers les Olympiques, vers le championnat du monde. Donc, évidemment, ils sont obligés d'embarquer dans une fédération pour être reconnus comme un club officiel. Donc, en ayant un seul judo au monde, ça facilite déjà le développement au niveau de l'aspect compétition. OK? Évidemment, il y a d'autres arts martiaux, comme le karaté, il peut y avoir une centaine de styles différents, mais ils sont pas regroupés ensemble. On avait aux Olympiques le taekwondo, mais il n'y avait pas d'autres styles de karaté qui étaient là. Alors, c'est pour ça qu'un peu la thématique du judo est en deux volets. Le volet compétition, puis le volet développement personnel. Donc, le volet compétition, c'est facile à comprendre, on forme des athlètes, mais ça, le volet compétition, il faut tenir compte que ça touche à peine 1%. Mais quand je regarde les années précédentes, quand j'en avais 2, 3 qui performaient au niveau national, c'était des fois 2, puis des fois 1, des fois 2. Ça correspond pas à tout le monde d'avoir cette performance-là. Mais ils ont la possibilité, par contre. Donc, mais il faut pas mettre l'emphase uniquement sur la compétition parce que ça touche moins un pourcentage très, très faible. L'autre aspect du judo, c'est l'aspect, de développement de la personne. Jigoro Kano, quand il a inventé le judo, lui, c'était pas pour devenir des batailleurs, c'est au contraire pour véhiculer et extérioriser nos colères. Et on sait très bien que l'être humain a toujours envie de dire « je suis plus fort que toi », toujours envie. Hein? Mais quand on fait du judo, on n'a plus besoin de montrer que je sais me battre, non, j'ai appris à perdre aussi. Oui, je me bats, des fois je perds, OK? Bon, au moins, j'ai confiance en moi et je suis capable de véhiculer mon vécu, donc de gagner et de perdre. Mais le jeune sur lequel on base beaucoup notre judo, c'est le code d'honneur du judoka. Vous allez demander à un jeune aujourd'hui, et ceux qui font du judo évidemment, c'est quoi le principal critère dans les différents critères pour le code d'honneur du judoka? Ils vont dire le respect, qui passe par les saluts. Pourquoi on fait des saluts? C'est parce qu'il faut respecter l'autre personne, puis pas démontrer que je suis plus fort que toi. Donc, le respect, le contrôle de soi, l'amitié, le courage, ça fait toute partie de cela. Donc, c'est une école de vie. Et quand on fait des saluts entre nous, c'est pour se rappeler tout ça. Puis quand on fait un salut à Jigoro Kano, je leur dis toujours, on fait pas le salut au bonhomme qui est là. On fait le salut à celui-là qui a dit, je fais le judo pour qu'on devienne de meilleures personnes. Et pas seulement dans le judo, dans la société. Donc, à ce moment-là, c'est cet aspect-là qu'on développe beaucoup plus le judo par le développement de la personne pour devenir de meilleures personnes. Super. Le mot judo, qu'est-ce que ça veut dire au fait? La voie de la souplesse. Super. C'est tout simplement ça. Oui, ça donne déjà l'orientation de cette discipline-là. La souplesse d'esprit, la souplesse de vivre en société. Ne jamais s'obstiner. On peut discuter, avoir des opinions différentes, mais avoir une souplesse pour pas être capable de s'adapter aux gens avec qui on va vivre. Donc, la voie de la souplesse, c'est ça. La voie de la souplesse mentale et physique aussi. Parce que la souplesse dans le judo, on parle beaucoup souvent du judo aux enfants. Il faut ressembler le plus au félin. Donc, l'étude du judo, c'est de développer comment fonctionne le corps humain pour le déséquilibrer et le faire tomber. C'est plus difficile de le faire tomber que de le frapper. Alors, je ne veux pas dénigrer les autres sports de frappe, comme la boxe ou le karaté, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile de faire tomber quelqu'un parce que le corps humain, c'est une belle machine. Si moi-même, je vous pousse présentement, puis je vous pousse en arrière, je suis sûr que vous ne tomberez pas comme une statue. Vous allez avoir une réaction avec vos jambes. Ouais. Ça va être normal. Alors là, il faut que je déjoue ce jeu-là. Est-ce qu'il y a un âge où vous ne recommanderiez pas de commencer le judo? C'est sûr que si tu prends quelqu'un qui a 45, 50 ans, tu ne commenceras pas à lui montrer des choses qu'un jeune de 20 ans ou de 18 ans. Tu vas, selon la clientèle que tu as, tu vas agir selon les gens, leur capacité, leur souplesse aussi. Bien souvent, en vieillissant, on est moins souple. J'en ai un qui commence, il est dans pas loin de 40. Là. Bon, il n'a jamais fait, mais il est un peu plus raide. Donc, ça va dépendre du cours et de l'entraîneur, comment est-ce qu'il fait pour respecter. C'est sûr que l'entraîneur ne respecte pas sa clientèle. Il n'y aura pas grand monde sur son tapis dans les cours suivants. Là. Alors, c'est pour ça qu'il va s'adapter en conséquence. Ouais. Okay. En terminant, pour savoir, à vous voir, je pense que vous avez plus d'expérience que moi dans la vie. Comment vous... C'est une façon polie de le dire. En toute humilité. Comment est-ce que vous décriveriez la popularité du judo maintenant par rapport peut-être au passé? Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a développé, ça fait 48 ans, hein, c'est quand même plusieurs années, là, on a développé l'aspect qu'on était les premiers au Québec à faire le judo-école, à faire les écoles.
Donc, en fin d'après-midi, il y a des groupes. Ça fait des années qu'on fait ça. Mais ça, c'est une approche qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent faire parce que ça prend un entraîneur disponible à 3h30 dans l'après-midi après les écoles pour venir donner des cours. Moi, j'avais l'avantage de cela. En travaillant des communications, je commençais très tôt le matin, finissais à 2h30. Donc, je pouvais ensuite tomber dans un autre aspect qui était différent de mon métier. Donc, c'était physique. C'est un programme extraordinaire parce que tous nos athlètes qui sont allés, l'une qui est aux Olympiques, d'autres, il y en a 4 qui ont fait équipe nationale, de plusieurs champions canadiens, c'est tous des jeunes qui étaient là, ici, à 4 heures. L'avenir va dépendre maintenant de la relève, parce que tantôt, tu mentionnais que j'avais un âge vénérable. C'est pas seulement que la difficulté d'ici, là. Beaucoup de clubs et beaucoup dans d'autres sports aussi, beaucoup dans différentes organisations, la relève est très, très, très difficile. Pas parce qu'il n'y a pas de talent. Alors aujourd'hui, il y a une autre philosophie. Donc, les entraîneurs se disent, ben regarde, moi, je suis prêt à m'impliquer, mais il y a une certaine limite, là. Ouais. Donc, ça veut dire que pour faire le travail d'une personne, peut-être ça va en prendre 3. Mais là, il faut trouver la difficulté de trouver une personne. Là, tu en demandes 3, là. C'est un peu le danger pour l'avenir de différentes... Parce que d'ailleurs, récemment, justement, au printemps dernier, on a toujours l'Assemblée générale de Judo Québec. Et c'était la première fois depuis 48 ans, moi, que je suis dans la fédération. J'ai même été au conseil d'administration de Judo Québec. Et c'est la première fois qu'il y avait, après l'Assemblée générale, un atelier sur la pérennité des clubs. Okay. Il y a 10 ans ou 15 ans, on n'aurait jamais pensé à ça, là. C'est pas une question. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, l'avenir, ça dépend de cela. C'est ça. Il y a aussi les locaux. Là, maintenant, je connais des amis qui ont fermé les clubs, puis qui n'ont plus les ressources financières pour payer les locations. Je sais qu'un de mes amis dans la Beauce, il y a un club, puis ça lui coûte 1 250 $ par mois. Ça en prend des élèves pour payer ça, là. Ça en prend beaucoup. Alors que nous, on a un tarif très, très abordable par le centre de services scolaires. On les remercie énormément pour cela, parce qu'on est dans le local actuellement. C'était 2 classes de maternelle jadis. Ils ont enlevé un mur, mais on a fait un local. Sinon, il y a 13 ans, moi, j'arrêtais le club parce que j'avais plus de locaux. Et c'était in extremis qu'on a pu finalement trouver ce local-là par 2 personnes, Michel Gagnon et Yvan Tardif, à l'époque, là, qui était directeur des polyvalentes, qui était directeur du centre scolaire à ce moment donné. C'est eux qui nous ont sauvés parce qu'ils croyaient au judo-école, puis tout cela. Donc, l'avenir, c'est ça, là. C'est disponibilité des locaux et la relève des entraîneurs. Monsieur Duveau, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète notre émission d'Infocam pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez me partager certaines informations ou que vous voulez que j'aille à votre rencontre, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.